Bon, bonsoir tout le monde. On va commencer s'il vous plaît. Bon, cet après-midi, on va faire le bassin obstétrical. D'accord? C'est très très important de connaître le bassin obstétrical pour, bien sûr, comprendre le mécanisme de l'accouchement. Là, s'il vous plaît, là, il faut être à l'heure. D'accord? Comme je disais, le bassin obstétrical, il faut le connaître pour, bien sûr, bien comprendre le mécanisme d'accouchement et le pronostic surtout de l'accouchement. Bien sûr, l'étude du bassin obstétrical comporte d'une part l'étude du bassin osseux, ce qui nous intéresse réellement, et d'autre part l'étude des parties molles. D'accord? Le bassin osseux, il est divisé en deux parties. Le bassin abdominal, qui n'est pas vraiment intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout le bassin pelvien ou bien le bassin obstétrical que le fœtus doit bien sûr prendre pour sortir lors de l'accouchement. Le bassin osseux, c'est un cadre rigide et le cadre rigide du canal pelvien ou bien pelvigénital qui constitue la filière naturelle que doit parcourir le fœtus pour, bien sûr, sortir. Cette ceinture osseuse est tapissée de parties molles, d'accord, auxquelles on réserve le nom de filière pelvigénitale. Bien sûr, vous avez fait le bassin en anatomie, juste quelques rappels. Bien sûr, le squelette du bassin, il est constitué de 4 os, d'accord. On a le sacrum en arrière, le coccyx en arrière et en bas, d'accord. Et bien sûr, latéralement, on a les deux os iliaques. Tout ça va nous donner ce qu'on appelle la ceinture pelvienne, d'accord. C'est très très important de connaître tous ces os. Pour le sacrum, d'accord, qu'on voit ici avec cette coupe, d'accord, il est constitué de 5 vertèbres sacrées, bien sûr soudées entre elles. La première s'articule avec la dernière vertèbre lombaire, là, la L5, et ça va nous former ce qu'on appelle le promontoire. Le promontoire, c'est celui-là, d'accord, sur une coupe comme ça. C'est bien sûr cette CI-là. C'est très très important de connaître le promontoire parce qu'il fait CI dans bien sûr le canal que doit franchir le bébé pour bien sûr accéder à l'excavation pelvienne. Bien sûr, c'est un angle sacro-vertébral dont la CI revêt une importance considérable dans la mécanique obstétricale. La face antérieure du sacrum décrit une courbe concave, d'accord, en avant. La hauteur moyenne de la corde sacrée, c'est celle-là, d'accord. De la base à la pointe est de environ 11 cm. La flèche de la courbe varie en fonction de la concavité. D'accord. Là, c'est la corde sacrée. Là, c'est la flèche. Voilà. Ici, c'est bien schématisé. Là, c'est la corde sacrée. Et là, la flèche sacrée. S'il vous plaît, la prochaine fois, essayez d'être à l'heure pour éviter tout ça. D'accord? Ça, c'est pour le sacrum. Cette courbure, elle est très, très importante. D'accord? Pour le coccyx, qui est là, il est constitué de 3 à 5 vertèbres. D'accord? Ça dépend des individus. Et bien sûr, c'est des vertèbres soudées entre elles. Et c'est ici le vestige, bien sûr, d'appendice caudal. La même chose, c'est un os qui est important. On va voir, bien sûr, les particularités des différents diamètres à ce niveau-là. Ça, c'est pour les deux os postérieurs.
D'accord? Les os iliaques, il faut savoir que chaque os iliaque, il est constitué de trois os, l'iléon, l'ischion et le pubis. D'accord? En antérieur, on a le pubis, en postérieur, l'ischion, et bien sûr, en haut, on a l'iléon. Là aussi, c'est très important de connaître les différentes constitutions de ces os-là. Bien sûr, on a trois zones articulaires. Sur la face externe, c'est l'acétabulum qui va s'articuler avec la tête fémorale. Et sur la face interne, on a la surface articulaire, la surface articulaire avec le sacrum ou l'articulation sacro-iliaque, là où le sacrum, d'accord, va s'articuler avec l'os iliaque. Et bien sûr, on a l'épine du pubis, l'articulation des deux os, bien sûr, avec la symphyse pubienne qui va les deux os pubiens, pardon, qui vont nous donner la symphyse pubienne en antérieur. Là, bien sûr, vous voyez la symphyse pubienne. Et bien sûr, cette symphyse pubienne, elle est très très importante. On va voir pourquoi. Bien sûr, là, je vous ai mis des schémas pour juste un rappel anatomique. D'accord? Il faut savoir que la face interne de la partie supérieure de l'iléon est dénommée l'aile iliaque. Elle est légèrement concave et évasée. Depuis la surface articulaire, d'accord, on a qui forme avec les ailerons sacrés, les articulations sacro-iliaques, par une ligne oblique. Cette ligne, elle est très, très importante pour nous en obstétrique. D'accord? C'est ce qu'on appelle la ligne illuminée ou bien la ligne arquée. C'est dans la face interne. D'accord? C'est cette ligne-là. On la voit comme ça. Voilà. Comme, comme c'est schématisé ici. D'accord? Mais là, elle est à la face interne. D'accord? C'est la ligne illuminée. Cette ligne-là, elle a une très, très grande importance parce que c'est elle qui délimite, bien sûr, le détroit supérieur. On va voir c'est quoi le détroit supérieur. Bien sûr, avec le promontoire et les faces antérieures des ailerons sacrés en arrière et le pubis en avant, ces lignes-là illuminées vont nous donner ce qu'on appelle le détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est ce qui est coloré ici. D'accord? Vous avez en postérieur, c'est le promontoire. Latéralement, c'est les lignes illuminées. Et bien sûr, en antérieur, c'est la symphyse pubienne. Les os iliaques et le sacrum sont réunis par des articulations particulièrement rigides, d'accord, ce qui nous donne des difficultés d'avoir des diamètres, bien sûr, movibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les diamètres qu'on a, on va les voir tous, c'est difficile de les changer parce que ces articulations, elles sont vraiment, elles sont presque immobiles. Bien sûr, on a la symphyse sacro-iliaque en arrière. Elle est acquise vers l'âge de 40 ans. La symphyse pubienne en avant, c'est la diarthrose. Elle est c'est une diarthrose amphiarthrose. Et bien sûr, tout ça va nous former ce qu'on appelle la ceinture ostéo-ligamentaire. L'articulation sacro-coccygienne, qui est légèrement plus mobile, est sollicitée lors de l'expulsion du fœtus. D'accord? On aura une rétropulsion. On va voir ça. Bien sûr, cette articulation-là, c'est elle qui est un peu mobile, qui nous permet bien sûr la rétropulsion vers l'arrière du coccyx. D'accord? C'est la seule réellement qui est un peu mobile, qui nous permet d'agrandir ce diamètre. D'accord? Pour donner ce diamètre à la présentation. Le bassin obstétrical, on va rentrer dans les constituantes de ce bassin-là, surtout c'est les orifices, ce qui nous intéresse pour l'accouchement. Bien sûr, c'est un anneau ostéo-ligamentaire en forme de tore, tronqué, d'accord? Là, cette forme-là. Bon, bien sûr, un
cône. D'accord? Et on va voir les différents orifices et leur constitution. On a bien sûr un orifice supérieur, une excavation, ce qu'on appelle l'excavation pelvienne, et l'orifice inférieur. D'accord? L'orifice supérieur, ça correspond bien sûr presque au détroit supérieur. L'excavation au niveau des épines, des épines, sciatiques, c'est le détroit moyen, et l'orifice inférieur, c'est presque le détroit inférieur. Bien sûr, il faut connaître tous ces détroits et comment les examiner pour nous donner un pronostic obstétrical. Pour l'orifice supérieur, d'accord, il est purement osseux. Il a la forme d'un cœur de carte à jouer, d'accord, surtout cette forme-là, elle est due à la CI du promontoire en postérieur. Bien sûr, limité en arrière par le disque de l'articulation lombosacrée, qui est le promontoire, et le bord antérieur des ailerons sacrés. D'accord? Le bord antérieur, c'est ça, les ailerons sacrés. Sur les côtés, on a dit, c'est les lignes innominées. D'accord? En antérieur, on a le bord supérieur du pubis. Ça, c'est les différentes constituantes de cet orifice supérieur. Bien sûr, il forme avec, avec l'horizontale un angle de 60 degrés, d'accord? Mais ça, c'est chez la femme qui est debout. La femme, quand elle accouche, bien sûr, elle est en décubitus dorsal, d'accord? Alors, cet angle-là va changer selon la position. Bien sûr, son arc antérieur, il est régulier, là. En postérieur, il est irrégulier par, bien sûr, cette CI du promontoire. D'accord? Ça, c'est l'orifice supérieur. Pour l'orifice inférieur, bien sûr, c'est par lui que s'effectue la sortie de la présentation lors du dégagement. Il est limité par 4 repères osseux disposés en losange. On a le bord inférieur de la symphyse pubienne en avant, d'accord? Ici. Euh, euh, le bord inférieur de la symphyse pubienne, les ischions latéralement et la pointe du coccyx, bien sûr, en postérieur, la pointe du coccyx. Le bord inférieur de la symphyse et les ischions. Bien sûr, ces formations osseuses sont complétées par deux ligaments sacrosciatiques, ce qui constitue comme bien sûr partie molle. Il s'agit donc d'un orifice osteo-fibreux. Bien sûr, il est de forme ovale. D'accord? Ça, c'est l'orifice inférieur. D'accord? Surtout là, on a une femme qui est en décubitus dorsal. Pour l'excavation pelvienne, là, c'est plus facile. Bien sûr, elle est limitée par les deux des trois, en supérieur et inférieur. Elle est entre les deux. Elle comporte quatre faces. Une face antérieure qui mesure 4 à 5 cm. Bien sûr, c'est la symphyse pubienne. D'accord? C'est la face postérieure de la symphyse pubienne ici. Et une postérieure qui mesure environ 11 cm correspond à la face antérieure du sacrum. C'est tout ça. D'accord? Et là, bien sûr, on a la face postérieure de cette excavation. Et bien sûr, on a deux faces latérales, d'accord? C'est des faces quadrilatérales de l'os coxal dans sa partie supérieure. Et bien sûr, limitées en arrière et en bas par les épis ischiatiques. Généralement, à mi-chemin, d'accord? On aura latéralement la CI des
de nos épines ischiatiques. D'accord? La face interne de l'ischion dans sa partie basse avec deux orifices, les trous obturateurs et l'échancrure sciatique. L'échancrure sciatique, elle a une très grande importance et on verra ça à l'examen clinique du bassin. Bien sûr, elle peut être comparée à un cylindre fortement coudé. Vous avez ici, bien sûr, comme un cylindre qui est coudé. D'accord? Bien sûr, au niveau des épines ischiatiques, d'accord, là, on situe le détroit moyen parce que vraiment, tous les diamètres, ils sont égaux tout au long de cette excavation, mais arrivé là où il y a la scie des épines ischiatiques, là, le diamètre, il est amoindri. D'accord? Là, c'est pour l'excavation. Là, c'est juste pour vous montrer le diamètre pour ne pas se tromper. Là, on a les échancrures sciatiques, d'accord? Et là, les épines ischiatiques. Mais les diamètres, d'accord? Les diamètres, là, le diamètre bi-épineux ou bien le bi-sciatique, malgré que on les appelle les épines ischiatiques, d'accord? On lui donne bisciatique, d'accord? Et les échancrures ischiatiques, là, on a le diamètre bi-ischiatique. C'est ce diamètre-là qu'on va mesurer cliniquement. Parce que celui-là, en réalité, même si on touche les épines ischiatiques par le toucher vaginal, mais on ne pourra jamais mesurer ce diamètre-là cliniquement. Mais celui-là, oui. D'accord? On va voir comment faire. Ça, c'est bien sûr les différents orifices. Là, c'est juste pour vous montrer, bien sûr, cette excavation, d'accord? Le détroit supérieur et le détroit inférieur. Bien sûr, le détroit supérieur ne correspond pas exactement à l'orifice supérieur, d'accord? Généralement, il est situé un peu en arrière, d'accord? Et en dessous du promontoire. Mais généralement, on s'accorde à dire en pratique que ça correspond. Mais en réalité, ça ne correspond pas sur le plan anatomique. D'accord? Le détroit moyen, il est situé au niveau des épines ischiatiques, bien sûr limité en arrière par le corps de S4 et reliant vers l'avant la jonction tiers supérieur et les deux tiers inférieurs de la symphyse. Bien sûr, l'importance de la série de ces épines-là, d'accord, va dépendre le pronostic obstétrical. D'accord, si elles sont trop séantes, ça veut dire le diamètre, il va s'amoindrir. Si, au contraire, elles ne sont pas très séantes, là, on aura assez de centimètres pour permettre le passage du fœtus. Le détroit inférieur, il passe par la ligne coxico-sous-pubienne, d'accord? C'est celle-là, qui se trouve au niveau de la jonction sacro-coccygène, d'accord? Et bien sûr, il est donc plus grand que le détroit anatomique. Ça, c'est le détroit supérieur, d'accord? Là, les différences entre le détroit supérieur et là, on a le détroit inférieur. Pour le détroit inférieur, bien sûr, avec la rétropulsion du coccyx, d'accord, on a tendance à avoir un agrandissement de ce diamètre. Pour les plans du bassin, généralement, c'est les plans de l'engagement, d'accord? Bien sûr, classiquement, on a trois plans pour le bassin obstétrical qui correspondent globalement aux différents détroits. Le premier correspond au détroit supérieur, il est oblique en bas et en avant, d'accord? Ça, c'est pour quand la femme, elle est debout, d'accord? Là, c'est le plan du détroit supérieur, d'accord? Ce plan-là, avec l'horizontale, il fait 60 degrés. Mais quand
la femme, elle est en décubitus dorsal. C'est bien sûr, c'est la position d'accouchement, mais il faut savoir que avant que la présentation s'engage, la femme, elle peut déambuler. D'accord? On ne met pas dès le début du travail, parce que quand il y a le début des contractions, c'est le début du travail. C'est à ce moment-là, généralement, la femme, euh, elle continue de déambuler. D'accord? Elle n'est pas en position d'accouchement. Alors, on peut avoir un engagement lors lors de cette phase-là. D'accord? Là, si elle est couchée, bien sûr, ce plan-là, il va prendre un angle de 45 degrés. Bien sûr, en bas et en arrière. Là, c'est en avant. D'accord? Oui, c'est en bas et en avant. Là, c'est pour, bien sûr, le plan du détroit supérieur. Le second correspond au détroit moyen et passe par les épines ischiatiques. Je vous ai dit, les épines ischiatiques, bien, bien sûr, elles sont là. D'accord? Ce plan-là, ce deuxième plan-là passe par, bien sûr, ces deux épines ischiatiques. Le dernier plan, il relie la pointe du coccyx et la face inférieure du pubis. D'accord? C'est celui-là. Voilà les trois plans que le fœtus doit, bien sûr, prendre pour avoir un accouchement. Pour les axes, c'est important surtout de connaître l'axe du T3 supérieur parce que c'est grâce à cet axe-là qu'on aura une bonne, euh, un bon engagement. D'accord? Bien sûr, l'axe du T3 supérieur, globalement perpendiculaire au T3 supérieur, c'est celui-là, l'axe du T3 supérieur. Mais il faut savoir que avec l'utérus, d'accord, entre cet axe-là et l'axe de la poussée utérine, il y a 30 à 50 degrés de différence. Alors, on aura une poussée du fœtus sur cet axe-là, euh, sur cet axe-là en rouge, d'accord? Mais ça ne correspond pas à l'axe du détroit supérieur. Alors, le fœtus, on va voir ça dans le mécanisme d'accouchement, va bien sûr utiliser cette, cette symphyse-là pour bien sûr avoir euh, une flexion, d'accord, parfaite de sa présentation pour passer à travers le détroit supérieur. L'axe du détroit inférieur est presque vertical en position debout, depuis l'angle sacro-vertébral en passant par l'anus. Ça, c'est pour généralement les axes, mais ce n'est pas très, très important. Ce qui nous intéresse dans le bassin, c'est bien sûr les différents diamètres du détroit supérieur, du détroit moyen et du détroit inférieur. Parce que ces diamètres-là qui vont réellement nous dire est-ce qu'il y a possibilité que le fœtus passe ou non. D'accord? Et on va voir tous les diamètres. Bien sûr, les dimensions du bassin, les différents détroits représentent les zones à frottement serré que devra franchir le fœtus. C'est de l'os. Alors, on doit avoir, bien sûr, des diamètres qui vont être normalement normaux. D'accord? S'ils sont diminués, là, le pronostic, d'accord, commencera à diminuer. Bien sûr, il faut très bien connaître ces mesures-là, d'accord, que ce soit cliniquement et paracliniquement. Et bien sûr, à chaque fois, il faut examiner le bassin pour dire est-ce que cette malade va avoir un accouchement normal ou bien
on va avoir une tentative d'accouchement. D'accord? Si les diamètres, ils sont diminués, mais pas au point de nécessiter d'une chirurgie. Si les diamètres sont vraiment très inférieurs en nombre, là, bien sûr, l'accouchement sera impossible. D'accord? Bien sûr, on va voir les diamètres du D3 supérieur, du D3 moyen, les diamètres du D3 inférieur et bien sûr, l'étude de la concavité sacrée. Pour le D3 supérieur, on a beaucoup de diamètre. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est surtout le diamètre promonto-rétropubien et le transverse médian. Pourquoi? On va voir tout ça. Vous avez, bien sûr, le diamètre promonto-suspubien, là, d'accord? Mais ce n'est pas un diamètre utile parce que si on prend le passage de la présentation, là, la limite, c'est là. D'accord? Ça ne nous intéresse pas la partie supérieure de la symphyse parce que ce diamètre, si le fœtus il a un diamètre plus que celui-là, d'accord? Là, il va bien sûr tomber sur la partie supérieure. Ça veut dire c'est pas utilisable. Ce qui est utile, c'est bien sûr le promonto rétropubien. D'accord? C'est celui-là qui nous intéresse. Bien sûr, le promonto rétropubien, c'est celui-là. Ça veut dire que la présentation va emprunter ce diamètre-là. D'accord? Ça, c'est pour les diamètres, bien sûr, antéro-postérieurs. On en a ces deux-là. D'accord? Le promonto suspubien et le promonto rétropubien. Le promonto suspubien, il fait dans les environs 11 cm et le diamètre promonto-rétropubien, il fait dans les 10,5 cm. D'accord? Bien sûr, le premier, ce n'est pas un diamètre utile parce qu'il ne va pas être utilisé par la présentation, contrairement à celui-là qui va être utile. Les diamètres transverses, on en a trois. Vous avez le transverse antérieur, ici. Le transverse maximum et bien sûr le transverse médian. Le transverse maximum parce que vous avez cette forme-là de cœur de carte à jouer, alors le diamètre transverse qui est maximal ici, c'est celui-là. Mais vous voyez bien que la distance entre ce diamètre-là avec le promontoire, d'accord, elle est moins que ce diamètre-là avec la symphyse pubienne. Alors, il est maximal, mais il n'est pas, bien sûr, utile parce que la présentation va être au milieu. Ça veut dire ce qui nous intéressera, c'est le médian ici. L'antérieur, c'est pas c'est pas du tout intéressant. C'est juste un diamètre qui relie les deux articulations. Ça, c'est pour les diamètres transverses. Les diamètres obliques, bien sûr, on en a deux. Les diamètres obliques médians. Bien sûr, partent d'une éminence iliopectinée vers la symphyse sacro-iliaque. On les a ici. Et ceux-là, c'est les diamètres, bien sûr, qui font de 12 à 12,5 cm. D'accord? Et quand vous avez, par exemple, une présentation céphalique, d'accord? Là, la présentation, elle va tourner de telle sorte, elle va prendre soit le 4, bien sûr, c'est selon le diamètre de cette présentation. D'accord? C'est l'antéro-postérieur.
le diamètre antéro-postérieur de la présentation, le fœtus va tourner sa tête soit à gauche, soit à droite. On va voir tout ça dans les différentes présentations. Ça, c'est pour les diamètres obliques. Ce qui est utile pour dire que le bassin, il est normal, d'accord, ou bien c'est un bassin qui est asymétrique ou bien qui est petit, d'accord, c'est les deux diamètres utiles. C'est le promonto rétropubien et le transverse médian, d'accord. Si par exemple, je vais vous donner un exemple, quand on a le promontoire rétropubien qui est petit et le médian transverse qui va être grand, alors on a tendance à avoir un aplatissement du bassin, ce qu'on appelle un bassin aplati, ou bien le bassin platypéloïde. D'accord? Ça, c'est un exemple. Et quand vous avez le PRP qui va être plus grand que le transverse, vous allez avoir tendance à avoir des bassins masculins. D'accord? Là, c'est pour le détroit supérieur. Le diamètre du détroit moyen, généralement, euh, ils sont tous égaux, d'accord, de 12 cm, mais au niveau des épines ischiatiques, d'accord, là, on aura un diamètre entre les deux épines qui est de 10,5 cm environ. D'accord? C'est à ce niveau-là qu'il y a un rétrécissement de 12 cm, on va passer à 10,5 cm. Là, c'est au niveau, bien sûr, de, euh, du détroit moyen. Les diamètres du détroit inférieur, bien sûr, un diamètre transversal indéformable reliant les deux tuberosités ischiatiques et le diamètre bi-ischiatique qui doit mesurer 12,5 cm. D'accord? Bien sûr, ici, vous avez les tubérosités ischiatiques. D'accord? Et là, on va voir, on va calculer ce diamètre-là qui doit être de, bien sûr, 12,5 cm. J'ai oublié juste de vous dire les tubérosités ischiatiques. Avant, on les appelait les tubérosités sciatiques. D'accord? Mais actuellement, euh, la nomenclature internationale en anatomie, elle les a changés vers les tubérosités ischiatiques. D'accord? Bien sûr, on a aussi un diamètre antéro-postérieur qui est le diamètre sous-coxie sous-pubien. D'accord? Là, en 8. D'accord? Là, il fait en moyenne 8,5 cm. Mais, comme je vous ai dit, il y a cette possibilité de rétropulsion du coccyx. Ça nous augmente, bien sûr, ce diamètre en diamètre sous-sacro-sous-pubien de 11,5 cm. Parce que quand vous avez ici le diamètre, bien sûr, sous-coccyx et le coccyx qui va avoir une rétropulsion vers l'arrière, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester celui-là, le 7. D'accord? Ça, directement, c'est comme si cette partie-là disparaît en arrière, alors on a le sous-sacrum. D'accord? C'est un diamètre en, bien sûr, sous-pubien, sous-sacral. Là, c'est un diamètre qui est plus convenable pour le dégagement. La corde et la flèche sacrée, ça c'est pour l'étude, bien sûr, de la concavité du sacrum. Bien sûr, la corde sacrée, et c'est la longueur de l'arc sacré du promontoire à la pointe sacrée. Il mesure 11 cm environ. Et la flèche, ça mesure la profondeur qui doit être de 2 à 2,5 cm. Ici. D'accord? Ça, généralement, c'est en radiologie qu'on le calcule. Et bien sûr, l'intérêt, c'est parce qu'il y a des bassins où on a une exagération de la concavité ou
parfois même, euh, on a une concavité, d'accord, qui est vraiment mini. Alors, on a tendance à avoir un sacrum qui a tendance à s'aplatir. D'accord? Pour les mouvements du bassin, ils sont très, très limités. À part la rétropulsion du coccyx, d'accord, on peut avoir quelques mouvements de glissement, surtout au niveau de la symphyse pubienne, ou bien des mouvements de nutation et contre-nutation au niveau des articulations sacro-iliaques. Bien sûr, la nutation, c'est quand vous avez ce mouvement-là des deux os iliaques, d'accord? Quand on demande à la malade de faire une hyperflexion euh, de ses cuisses, d'accord? Là, on peut avoir un petit mouvement de ses élans. Là, c'est pour juste agrandir un peu les diamètres pour permettre l'engagement, d'accord? Mais c'est pas vraiment c'est pas un mouvement vraiment de grande ampleur, d'accord? C'est juste de gagner quelques millimètres, voire maximum 1 centimètre. C'est par ce geste-là qu'on a ce mouvement-là, d'accord? Mais le mouvement euh, qui est le plus souvent plus facile, d'accord, c'est le mouvement de l'articulation sacro-coccygienne. Là, par exemple, vous avez sur ce schéma-là euh, un dégagement, d'accord, de la tête fœtale. Là, vous allez avoir une rétropulsion de ce coccyx-là pour nous permettre d'avoir un diamètre, d'accord, euh, sous, sous sacro, sous pubien. D'accord? Là, ça nous a permis d'agrandir ce diamètre-là. Et à part ça, il n'y a pas grand mouvement du bassin. C'est pour ça, vraiment, l'étude de ces diamètres, elle est très, très importante et il faut faire très attention quand ils sont vraiment amoindris. D'accord? Pour les parties molles, je ne vais pas vous embrouiller trop avec le plancher pelvien parce que c'est très très compliqué. D'accord? Il suffit de savoir juste qu'il y a beaucoup de muscles. Ce qui nous intéresse, c'est ce muscle-là. D'accord? C'est le releveur de l'anus. Ce releveur de l'anus, c'est ce qu'on coupe quand on fait une épisiotomie. Ça, c'est la vulve, d'accord? L'épisiotomie, c'est quoi? C'est quand le fœtus commence à sortir pour éviter les déchirures périnéales, d'accord? Et les déchirures surtout euh, euh, du sphincter anal, d'accord? Là, une, euh, on va créer une déchirure nous-mêmes avec un ciseau et on coupe de cette manière-là, d'accord? À ce que on coupe le faisceau superficiel, d'accord, de ce releveur de l'anus pour bien sûr agrandir, pour éviter surtout les déchirures. C'est agrandir bien sûr l'orifice vulvaire et ça nous permet d'éviter bien sûr des déchirures. Ça, c'est pour le plancher pelvien. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, bien sûr, après ces diamètres-là, après les avoir énumérés, et on sait quels sont les diamètres qui sont utiles pour le pronostic euh, de l'accouchement. Maintenant, il faut savoir les calculer. D'accord? Pour les calculer, la méthode, bien sûr, la plus presque parfaite, c'est bien sûr l'IRM pelvien. D'accord? À l'IRM, vraiment, c'est millimétrique. On peut bien sûr calculer tous les diamètres selon nos besoins et selon ce qu'on a demandé au radiologue. Il peut nous calculer
bien sûr, tous les diamètres. Bien sûr, l'IRM, c'est un peu cher. Parfois, on utilise le scanner. D'accord? La même chose. C'est précis, mais il vaut mieux une IRM. Si à défaut, il n'y a pas d'IRM, on fait un scanner. Pour la radiographie standard, d'accord, c'est ce qu'on appelait la radiopelvimétrie qu'on utilisait avant. Là, il faut savoir qu'on ne l'utilise plus et c'est bien sûr à déconseiller en cas si on veut réellement avoir les diamètres avec des mesures exactes. Parce que à la radiopelvimétrie, généralement, il y a des erreurs. Mais je vais vous parler, bien sûr, sur la radiopelvimétrie. Sur le plan clinique, comment, bien sûr, savoir un bassin, est-ce qu'il est normal, d'accord, symétrique, ou bien anormal, asymétrique, ou bien un bassin rétréci. Pour l'exploration clinique, on a quelques avantages, d'accord. Bien sûr, généralement, c'est à l'inspection, à la palpation, avec la mesure des différents diamètres. Sur le plan clinique, bien sûr, à l'examen clinique visuel, on va essayer d'examiner le losange de Michaelis. C'est quoi le losange de Michaelis? C'est bien sûr ce losange-là. La femme, bien sûr, soit assise, soit debout, d'accord, mais de préférence qu'elle soit debout. On va calculer, on va voir, bien sûr, et calculer ce losange-là, d'accord. Bien sûr, on a les quatre fossettes. En haut, c'est l'apophyse de la L5, on peut la palper facilement. Latéralement, c'est les épines iliaques postéro-supérieures, ici. Et bien sûr, en bas, c'est le sommet du pli interfessier. Quand vous avez un losange qui est comme ça symétrique, ça suppose que le bassin, il est symétrique. D'accord? Maintenant, si vous avez cet aspect-là, d'accord, l'un des diamètres, comme ça, il est plus petit que la normale, ça peut vous orienter vers un bassin asymétrique. D'accord? Ou bien, quand euh, euh, vous avez le diamètre horizontal, d'accord? Horizontal qui est plus petit que le vertical, là, vous présagez d'un bassin qui est beaucoup plus, qui tend à être aplati. Pour la hauteur, c'est généralement 10 à 12 centimètres. Pour la largeur, elle est d'environ 10 centimètres. Là, c'est ce qu'on appelle le losange de Michaelis. D'accord? Déjà, dès que vous voyez qu'il est asymétrique, là, vous suspecterez qu'il y a, il y a quelque chose d'anormal dans le bassin. La deuxième mesure qu'on peut faire, bien sûr par l'examen externe, d'accord, c'est la mesure du diamètre prépubien de Tria. Ce diamètre, bien sûr, la femme en décubitus dorsal, on va prendre avec un mètre ruban, d'accord. On va du ras du bord supérieur de la symphyse, d'accord. La symphyse, on peut bien sûr la palper et on va voir là où elle s'arrête. On va bien sûr mesurer tout le bord supérieur jusqu'au pli inguinal. D'accord? Bien sûr, on doit retrouver un diamètre de 12 à 13 cm. S'il est petit, ça veut dire que le bassin, il a tendance à être rétréci. Bien sûr, il est diminué dans les bassins transversalement rétrécis et déformé dans les bassins asymétriques. Ça, c'est pour le, le diamètre prépubien de Tria. Au niveau du tétron inférieur, on va bien sûr calculer la distance bi-ischiatique ou bien
le diamètre bi-ischiatique. Réellement, c'est le seul diamètre. C'est le seul diamètre réellement qu'on peut calculer par l'examen clinique. D'accord? Bien sûr, on va mesurer ce diamètre-là, soit par un ruban, un mètre ruban, d'accord? Soit par le point de l'examinateur. Quand vous avez le point qui rentre facilement, d'accord, entre ces deux tubérosités, d'accord, ça veut dire que c'est bon. Le diamètre, il dépasse les 12. S'il ne rentre pas, ça veut dire qu'il est rétréci. Mais la meilleure méthode, c'est de le faire, bien sûr, avec un mètre ruban. D'accord? Bien sûr, le ribomètre, il est placé sur les deux ischions, d'accord, euh, par les deux pouces. Là, bien sûr, vous avez comment dirais-je, des partiments, d'accord, entre votre pouce et, bien sûr, l'os, il y a des partiments. Alors, pour, euh, pour enlever ces partiments, on ajoute, bien sûr, 2 cm environ sur la mesure qu'on a. D'accord? 1 cm ici, 1 cm ici, ça donne 2 cm environ pour se rapprocher le plus de, euh, du calcul exact de ce diamètre. Là, bien sûr, on a les différentes manières qu'on utilise pour, bien sûr, voir à peu près si ce bassin-là, il est normal ou pas, bien sûr, cliniquement. Au toucher vaginal, là aussi, on peut calculer ou bien examiner le bassin. Généralement, c'est beaucoup plus pour examiner. Le diamètre antéro-postérieur s'évalue, bien sûr, en essayant d'atteindre le promontoire, comme ceci. Mais il faut savoir, ça c'est juste un schéma, il faut savoir, normalement, on n'atteint pas le promontoire quand le bassin, d'accord, il est normal. Si on l'a atteint quand même, là, il faut prendre cette mesure-là, d'accord? On va bien sûr faire notre toucher, voir où on est arrivé, et on sort et on va calculer cette distance-là. Bien sûr, elle doit être supérieure à 10,5 cm. Sinon, c'est un bassin, c'est un diamètre qui est rétréci. D'accord? Bien sûr, on va explorer la concavité sacrée. D'accord? Le sacrum, normalement, là, la partie haute, on ne doit pas la toucher dans le bassin normal, d'accord? On va bien sûr commencer par la partie basse et on monte et à un moment, on va perdre le sacrum, d'accord? Si, bien sûr, on l'atteint, ça veut dire qu'il y a un problème du bassin. Là, c'est euh, quand vous avez une présentation qui est engagée. Engagée, ça veut dire la plus grande. Bien sûr, le plus grand diamètre de la présentation, il a franchi le détroit supérieur. Et là, bien sûr, vous ne pouvez pas y aller vers la quatrième vertèbre sacrée. Vous allez tomber directement sur la tête qui est engagée. Bien sûr, on étudie aussi la concavité de l'arc antérieur pour voir, bien sûr, cet arc-là antérieur, comment il est. Est-ce qu'il est rétréci ou non? D'accord? Les lignes innominées, il faut savoir que on peut suivre ces lignes innominées sur les deux tiers antérieurs. Puis, normalement, on ne peut pas continuer dans un bassin qui est normal. Si elles sont suivies sur toute leur jusqu'au promontoire, là, ça veut dire que c'est un bassin qui est rétréci. D'accord? Là, bien sûr, pour le détroit moyen, c'est la recherche des deux épines, d'accord, ischiatiques. On va voir, est-ce qu'elles sont saillantes, mais vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas calculer ce diamètre-là cliniquement. D'accord?
Là, c'est les différents, bien sûr, les différentes méthodes cliniques qui nous permettent de savoir à peu près comment il est le bassin. Ça, c'est les deux épines, bien sûr, ischiatiques qu'on essaiera de palper et pour voir est-ce qu'elles sont saillantes ou pas. Là, c'est l'arc symphysaire, d'accord? On va voir est-ce que la symphyse, elle est ouverte ou elle a tendance à se refermer, d'accord? Quand elle a tendance à se refermer, ça, c'est péjoratif. Là aussi, on va voir euh, cet angle-là, d'accord? Pour voir est-ce que le bassin il est normal quand l'angle il dépasse les 85 degrés et anormal quand ça a tendance, d'accord, à diminuer ou être inférieur, bien sûr, euh, inférieur à 85 degrés. Ça, c'est pour la clinique. Généralement, alors, cliniquement, on fait que suspecter que le bassin il est anormal. Bien sûr, si on retrouve tous ces diamètres-là anormaux, d'accord? Bien sûr, si on suspecte que le bassin il est rétréci, d'accord, ou bien ça nous gêne, là, on passe à la paraclinique. Bien sûr, la radiologie conventionnelle n'est plus utilisée actuellement. Les deux méthodes de référence, c'est l'IRM et le scanner. D'accord. Pour les indications, c'est surtout quand vous avez une primigeste, une femme qui n'a jamais accouché. D'accord. Là, vous pouvez faire l'IRM pour voir, bien sûr, votre bassin. Mais généralement, nous, on se contente de l'examen clinique. Bien sûr, si vous suspectez un problème, il faut bien sûr compléter par une IRM, voire un scanner. Quand vous avez une présentation du siège, parce que dans la présentation du siège, vous avez l'accouchement à l'envers, d'accord? Alors là, il y a beaucoup de risques de dystocie. Et là, vous devez avoir un bassin normal pour accepter un accouchement du siège. Alors, il faut bien sûr faire cette exploration. Si par exemple vous avez un antécédent je dirais, chez la femme, elle est tombée ou bien elle a eu un accident, d'accord? Là où il y a eu un traumatisme au niveau du bassin, d'accord? Pour accepter chez ces patientes-là un accouchement, il faut voir l'état de ce bassin par une IRM et voir les différents diamètres. C'est très, très important, surtout pour un bassin qui a eu un traumatisme. D'accord? Et aussi, quand on a un antécédent de dystocie. Dystocie, ça veut dire un accouchement qui ne s'est pas fait normalement. Soit il y a eu une mort, ou bien il y a eu des difficultés à faire sortir le fœtus, d'accord? Ou bien parfois même il y a la mort de ce fœtus à cause des différentes manœuvres. Là, il faut bien sûr explorer ce bassin-là pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Là, généralement, c'est les indications qui nous emmènent pour faire cette exploration paraclinique du bassin. Généralement, chaque femme qui vient au troisième trimestre, d'accord, on doit systématiquement examiner le bassin cliniquement, d'accord, pour bien sûr faire ces explorations en cas où il y a un souci. Pour la radiopelvimétrie, c'est juste pour vous en parler. Bien sûr, généralement, on fait trois clichés. Cliché de profil et face ou cliché, ce qu'on appelle cliché de Toms en position assise. Et bien sûr, on mesure les différents diamètres. Bien sûr, il y a un grand inconvénient, l'irradiation, l'inconfort pour la patiente, nécessité d'utiliser des règles de correction parce que ça ne nous donne pas les chiffres exacts, d'accord, selon les dimensions, d'accord. Et bien sûr, on a une dispersion conique du faisceau des rayons avec agrandissement et déformation de l'image réelle.
Bien sûr, actuellement, on ne l'utilise pas. Ça, par exemple, vous avez un bassin féminin de face. Déjà, la forme, elle va vous parler. D'accord? Vous allez avoir un bassin, d'accord, de forme gynoïde. Ça va vous dire que, tant mieux, c'est un bassin qui va être de bons pronostics. D'accord? Vous pouvez, bien sûr, calculer. Ça, c'est la tête fœtale. Ça, c'est le bassin. Là, on peut, sur le profil, calculer le promonto, d'accord, rétro-pubien. De face aussi, on peut calculer le bi épineux ou bien le bi sciatique, mais ces mesures-là, d'accord, elles sont fausses. D'accord? Alors, on est obligé d'avoir des formules pour, bien sûr, recalculer tout ça. Et généralement, ça nous donne des chiffres erronés. D'accord? Alors, la meilleure, c'est d'avoir un scan pelvien ou bien une IRM. D'accord? C'est des techniques de choix. D'accord? Le scanner ou bien l'IRM. L'avantage, c'est les radiations fœtales qui est moindre pour le scanner et absente pour l'IRM. Et bien sûr, les mesures, elles sont directes avec interprétation plus précise. Bien sûr, le seul inconvénient de l'IRM, c'est soit la femme elle est claustrophobe et bien sûr le coût qui est élevé. Une IRM actuellement, c'est en moyenne 20 000 dinars. Bien sûr, au scanner ou bien à l'IRM, on a les différents diamètres qu'on peut calculer. On demande au radiologue de, bien sûr, de nous faire tous les diamètres dont on a besoin. Là, bien sûr, c'est le promonto rétropubien. Et là, bien sûr, c'est ça, vous voyez bien, c'est le sous-sacro sous-pubien. D'accord? Là, bien sûr, c'est le bi-sciatique. Et bien sûr, ça nous donne des mesures très précises. Il y a actuellement, ce qui est de nouveau, c'est le système EOS. Bien sûr, on n'a pas chez nous. Je ne sais pas si vous avez fait ça en traumato. Bien sûr, c'est un appareil avec des logiciels très sophistiqués, d'accord, et qui nous donne les mesures exactes de tout le squelette, d'accord, dans le bassin. Généralement, c'est utilisé pour, pour les prothèses, pour avoir les mesures de la prothèse exacte pour l'individu qui en a besoin. Cet appareil-là, on peut l'utiliser, bien sûr, pour le calcul des diamètres du bassin. Bien sûr, qui est disponible juste dans quelques centres en Europe. D'accord? Mais c'est très utilisé surtout en traumatologie. Après tout ça, bien sûr, le radiologue va nous donner les différents diamètres, d'accord, euh, avec leur mensuration. Là, quand on a les résultats, nous, qu'est-ce qu'on fait en obstétrique? On fait, bien sûr, on a des indices. Ces indices-là, c'est pour calculer, bien sûr, calculer les différents diamètres qui vont être utilisés pour cet indice-là. Et selon le résultat de cet indice, on aura soit un pronostic favorable, soit au contraire un pronostic, bien sûr, qui est mauvais, qui va nous nécessiter de ne pas tenter un accouchement, mais d'aller vers une césarienne. L'indice qu'on utilise le plus, c'est l'indice de Magnin. L'indice de Magnin, c'est simple, c'est le PRP plus euh, le transverse moyen. D'accord? Bien sûr, le transverse médian ou bien moyen, c'est la même chose. Cet indice-là, il est normal si il est supérieur à 230, d'accord? Là, vous avez le PRP 105 et bien sûr,
l'indice médian qui est 125. Ça veut dire que ça va vous donner plus de 230. Le pronostic il est favorable pour ce bassin-là si c'est supérieur à 200, à 220. Pronostic incertain entre 21 et 22 et médiocre entre 20 et 21. Et surtout mauvais s'il est inférieur à 200 mm ou bien 20 cm. D'accord? Ça, c'est l'indice. Quand vous avez vraiment, bien sûr, un indice médiocre, là, il faut vraiment faire très, très attention pour l'accouchement. D'accord? L'indice de Menger, lui, il fait bien sûr en centimètres le transverse maximum. Là, il utilise, lui, le transverse maximum fois le PRP. D'accord? Bien sûr, cet indice, normalement, il est de 140. S'il est inférieur à, bien sûr, à 120, là, on commence à avoir un pronostic qui est défavorable. D'accord? Et bien sûr, moins de 100, là, vraiment, c'est très, très réservé comme pronostic. Le diamètre bisciatique, bien le bipineux, en moyenne, il fait 100 à 105. Là, j'ai oublié de vous dire que les deux, ils tiennent compte que du détroit supérieur. D'accord? Le diamètre biépineux ou bien le bisciatique, en moyenne, 100 à 105 mm. D'accord? Si, par exemple, vous avez un bisciatique qui est inférieur à 85, là, généralement, c'est un pronostic défavorable. D'accord? Il faut aller vers la chirurgie. La corde sacrée, c'est 100 à 130. Là, tous ces diamètres-là le radiologue peut nous les calculer sur la TDM ou bien l'IRM. La flèche sacrée, elle est de 15 à 25 mm. Le diamètre bisciatique de 110 mm. Le diamètre sous-sacro-sous-pubien, 110 à 115. Et le diamètre sous-coccyx-sous-pubien, en moyenne, 95 mm. Là, on a un indice de Toms, c'est le diamètre bi-ischiatique plus le diamètre sagittal postérieur, qui est normalement 250 mm. Mais généralement, on n'utilise pas ces indices-là. Ce qu'on utilise, c'est surtout l'indice de Magnin pour le détroit supérieur. Puis, on va calculer le bi-épineux. Si tout va bien, on va voir la corde sacrée pour voir est-ce qu'il y a une rétropulsion du coccyx, d'accord? Et là, bien sûr, on va se dire qu'il y a un bon pronostic ou pas. Les différents morphotypes de bassins, c'est juste pour les connaître. Bien sûr, ce morphotype, ça, ça, ça tient compte de la morphologie du détroit supérieur. C'est la forme, en quelque sorte, du détroit supérieur. Cette classification, c'est la classification de Caldwell et Molloy, tient compte de la forme du DS. On a ici le bassin commun ou bien le type gynécoïde, c'est le plus parfait pour l'accouchement. C'est le bassin type féminin. D'accord? Il est classiquement le bassin féminin avec des axes obliques égaux. On a les axes obliques qui sont égaux de 12 cm et des arcs sacrés qui permettent un bon engagement de la présentation qui empruntera soit avec une fréquence plus grande l'axe oblique droit, soit oblique gauche. La présentation va emprunter soit ce diamètre-là, soit ce diamètre-là. Et bien sûr, là, on a un PRP qui est dans les valeurs normales, supérieur à 10,5, et bien sûr, le TM qui est dans les valeurs normales. Ça, c'est le type, bien sûr, féminin ou bien gynécoïde. Le type platypéloïde ou bien plat, d'accord? Là,
bien sûr, on a tendance à avoir un aplatissement du bassin. Bien sûr, il se rencontre dans les populations surtout asiatiques. D'accord? Bien sûr, la petite dimension des axes obliques, là, on a tendance à avoir les axes obliques qui sont plus petits par rapport à ici, d'accord? Gynécoïde. Et bien sûr, euh, et l'effacement des arcs sacro-iliaques. On a tendance à avoir un effacement bien sûr, des arcs sacro-iliaques qui entraînent une plus grande fréquence des engagements transverses. Là, bien sûr, vous allez avoir tendance le PRP qui va être diminué et le transverse, euh, le transverse qui va être augmenté. Ça va vous donner un aplatissement de ce bassin. Et là, la présentation, comme elle ne peut pas, comme ici, euh, prendre l'un des diamètres obliques, là, elle est obligée d'emprunter le diamètre transverse pour avoir un engagement. Le bassin ovale ou bien anthropoïde, bien sûr, là, on a le PRP qui est allongé et le TM qui est, bien sûr, diminué. Là, on le voit beaucoup plus dans les populations africaines noires. D'accord? Bien sûr, il se caractérise par une quasi-absence d'arc sacro-iliaque et l'engagement se fera le plus souvent selon l'axe antéro-postérieur. Là, au lieu d'aller ici ou ici, ou bien comme ça dans les plats, là, la présentation elle va se faire dans l'axe antéro-postérieur. On n'a pas le choix, d'accord, parce qu'elle elle va être gênée par la diminution de ce diamètre-là transversal. Le bassin triangulaire, généralement, c'est le bassin dit androïde ou bien qui ressemble au bassin de l'homme. Là, généralement, c'est incompatible avec un accouchement naturel. D'accord? Là, on a tendance, bien sûr, à faire une césarienne. Bien sûr, à part cette classification qui tient compte du DS et de la forme du DS, on a la classification de Toms qui tient compte du diamètre antéro-postérieur et transverse maximum du DS. Soit on a, bien sûr, un dolichopélique. Un bassin dolichopélique, c'est quand vous avez l'antéro-postérieur qui est supérieur au transverse maximum. Là, généralement, on va l'air. C'est un bon pronostic. Mésatypélique, c'est un bassin rond. Quand vous avez les deux diamètres qui sont égaux ou bien la différence, elle est inférieure à 1 cm. D'accord? Brachypélique, c'est quand vous avez, bien sûr, l'antéro-postérieur qui est inférieur au TM de 1 à 3 cm. Et quand c'est plus de 3 cm, on a le platypélique. Ça a tendance à être un bassin plat. Pour les classifications anatomiques, bien sûr, on a les bassins asymétriques et les bassins symétriques. Quand on dit un bassin symétrique, ça ne veut pas dire que les diamètres ne sont pas petits. On peut avoir des diamètres dans l'ensemble, tous les diamètres, d'accord, ils ont tendance à être inférieurs à la normale. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir une asymétrie, mais on va avoir un bassin symétrique, même si les diamètres ils sont petits, d'accord, parce que ça a touché tous les diamètres. Les bassins asymétriques, le degré d'asymétrie est précisé par la différence des diamètres sacro-cotyloïdiens droit et gauche. Là, généralement, c'est des bassins où on a déjà cliniquement, vous suspectez qu'il y a une asymétrie. Bien sûr, quand c'est les deux diamètres, on prend les deux diamètres sacro-cotyloïdiens, entre le sacrum et le cotyloïde. Si cette différence elle est de 1 à 2 cm, généralement c'est une asymétrie légère. Elle est moyenne, c'est de 2 à 3 cm, mais si elle est supérieure à 3 cm, là, c'est une asymétrie qui est très forte. D'accord?
Et je vous remercie. Là, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est la classification de Molloy. Et pour les examens complémentaires, c'est l'IRM et le scanner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Quelle classification? Je vous ai dit, il faut retenir celle de Molloy. D'accord? C'est la classification qui tient compte du DS. Parce qu'on pratique, bon, avant, je vais arrêter l'enregistrement pour ne pas avoir un enregistrement. Non.